Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Votre prénom fait insulte à la France. Ce sont les mots d'Éric Zemmour face à Absatoussi sur le plateau des Terriens du dimanche. Le journaliste aurait dérapé et Absatou menace de porter plainte. Mais l'indignation apparaît comme orchestrée. Éric Zemmour aurait-il fait le dérapage de trop ? Après le clash dans l'émission Les Terriens du dimanche, nombre de journalistes s'indignent et en appellent à la censure du journaliste. Affaire Benalla, le retour, alors que l'audition du bras droit d'Emmanuel Macron enflamme les réseaux sociaux, la justice et les médias organiseraient un contre-feu en ressortant plusieurs affaires politico-judiciaires. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Et si Absatoussi s'appelait Corinne pour éviter de faire insulte à la France? C'est à peu près la phrase qu'Éric Zemmour a sortie sur le plateau des Terriens du dimanche, animé par Ardisson. On doit donner des prénoms dans ce qu'on appelle le calendrier, c'est-à-dire les saints chrétiens. Enfin bon. Alors, je m'appelle Absatou, moi. Eh ben, votre mère a eu tort. Ah bon? Ma mère A eu tort. Elle a eu tort? Ah Vous oui. voudriez qu'elle m'appelle Marie ou Oui. des prénoms qui ne lui inspirent Honnêtement, absolument Eric, rien? Absolument. Non, mais vous rendez C'est compte. exactement Laisse-moi ce que je finir, veux. s'il te plaît. C'est exactement ce Vous que je veux. voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Voilà ce qui a fait un scandale absolu dans tous les médias. On peut être d'accord ou non d'ailleurs avec Zemmour. Je reviendrai sur le fond tout à l'heure. Mais c'est plutôt drôle. Il lui dit, vous voudriez vous appeler Corinne, c'est plutôt drôle. Franchement, toute la mousse médiatique et l'appel à la censure qui va en suivre, c'est quand même complètement disproportionné. D'autant plus que dans ce genre d'émission, on s'envoie des vannes. Le principe de ce type d'émission, c'est pas une émission entre intellectuels devant une bibliothèque. On s'envoie un peu des vannes. Oui, mais alors... Zemmour accepte d'y aller, bien que ce soit un intellectuel. Il débat avec une femme qui est peut-être un peu moins intellectuelle, mais c'est le jeu de l'émission. Il est plus facile en tout cas de faire des blagues quand on est en bonne entente. Et là, il se trouve que ce plateau était quand même composé de 7 mercenaires, c'est comme ça qu'ils sont appelés, de 7 personnes contre Éric Zemmour. Parmi ces mercenaires, on a évidemment, je vais en citer quelques-uns, on a Natacha Polony, on a Olivier Gisbert, Gilles William Golnaden, etc., etc. Et en regardant l'émission, on peut savoir qu'on a vraiment 7 personnes contre Éric Zemmour, 7 personnes qui vont à chaque fois critiquer les positions d'Éric Zemmour. Alors, on va se concentrer un petit peu sur Absatou. On va voir qu'elle avait la possibilité. Corinne. Elle avait la possibilité donc de poser une question à Éric Zemmour sur son livre, parce qu'il est là dans le cadre de la promotion de son livre. Eh bien, elle a refusé. Elle a refusé, vous allez voir comment elle a refusé. Absatou, votre question, Éric Zemmour. J'ai pas de questions. Je suis allée chercher de l'aide. Et je crois que j'ai eu raison de le faire. Magnéto, Serge. On reçoit Éric Zemmour. J'ai quand même très peur de perdre mon sang-froid en plateau. C'est un habitué des clashs. Il a des positions qui sont parfois particulièrement tordues. C'est très intéressant. Elle ne vient pas pour l'interroger. Elle n'a sans doute pas lu le livre. Elle n'a pas étudié les questions dont elle va parler. Elle se place Elle n'a pas lu les fiches, probablement immédiatement. aussi. Elle n'a même peut-être pas lu les fiches, certainement pas. Elle se place immédiatement. Regardez le ton, écoutez le ton, sur le ton de l'émotion. L'émotion. Car c'est l'arme suprême pour accueillir les gens. En tout cas, la situation est vraiment tendue. On a vu la séquence où Éric Zemmour propose de s'appeler, lui dit vous aurez mieux fait de vous appeler Corinne. Et puis, en fin d'émission, on a ce débrief, le débrief de l'invité. Et déjà, on a la mise en place d'une séquence lacrymale. C'est probablement l'émission la plus douloureuse que j'ai jamais fait en télévision. Voilà. On m'a toujours dit qu'il fallait pas faire attention à la bêtise, qu'il fallait pas faire attention. Il est pas bête. On pouvait pas dire qu'il je est peux bête. répondre. Oui. Je peux dire ce que j'ai à dire, s'il te plaît. On m'a toujours dit de pas faire attention à la bêtise, de pas se sentir blessé parce que les imbéciles pouvaient dire que c'était pas grave, qu'il fallait que je développe mon cuir et que c'était pas grave. Je n'y arrive pas. Là, on est en pleine comédie. Elle joue un rôle qu'elle avait appris avant. Quand on dit j'ai pris des coups, j'ai du cuir, mais je suis blessé, etc. On n'a pas le droit de dire ça quand on fait de la politique, et on n'a pas le droit de dire ça quand on va dans des débats médiatiques un peu musclés. Ça fait partie des règles du jeu, et c'est vraiment le côté lacrymal est quand même incroyable, quoi. C'est de la tromperie.
Alors, on s'est concentré sur Absatoussi, mais il faut regarder aussi les autres intervenants. Il y avait plusieurs séquences dans cette émission, et notamment une séquence animée par Monia Cachemire. Dans cette séquence, elle va faire la promotion des couples mixtes. Tiens, ça tombe bien, on a Éric Zemmour en face. Éric Zemmour qui va répondre qu'il y a quand même pas mal de problématiques liées aux couples mixtes. Dans cette séquence, il va être appuyé par Natacha Polony qui va donner raison à Éric Zemmour. Reste que, en fait, la conclusion de Monia Cachemire sur cette thématique, elle était prévue et elle était écrite à l'avance. Aujourd'hui, Tinder, par exemple, ils vont ajouter un emoji couple mixte. Et ce qui est rassurant pour la France, c'est qu'ils ont fait une enquête et 81% des utilisateurs Tinder en France ont déjà eu rendez-vous avec quelqu'un qui a une culture différente, alors qu'aux États-Unis, seulement 70%. Donc finalement, en France, on aime les différences, on aime le vivre ensemble et on aime le vivre ensemble. Oui, alors il faut préciser que Tinder, c'est un site de rencontre particulier, c'est l'ubérisation du sexe, c'est-à-dire c'est le sexe pour le soir immédiatement à proximité. Donc c'est quand même pas forcément représentatif de l'ensemble de la population. Et en tout cas, ce n'est absolument pas représentatif de ce qu'on appelle les mariages mixtes en France, qui sont l'union entre deux personnes de nationalités différentes et qui recouvrent une réalité bien différente, puisque ce qu'on appelle le mariage mixte en France, c'est généralement une jeune femme maghrébine présente en France qui va être mariée à un jeune homme venu du Maghreb ou d'Afrique, ça peut être aussi un jeune homme vivant en France, de nationalité française en même temps que d'une nationalité autre, qui va chercher une jeune femme dans le pays d'origine. C'est justement la position d'Éric Zemmour et de Natacha Polony. Que sur Tinder, effectivement, les gens qui changent de partenaire tous les jours, c'est un peu normal, ou tous les soirs, c'est un peu normal qu'ils essayent des choses différentes. Mais c'est pas forcément une règle générale, c'est pas des statistiques totalement représentative, on va dire. En tout cas, la conclusion de cette partie était écrite à l'avance et évidemment, le jugement de Monia Cachemire était aussi écrit à l'avance pour le débrief. Trop tard. Et quand même, je réitère, je pense sincèrement qu'il a besoin de se faire soigner, au moins pour son rhume. Se faire soigner, ça c'est la logique. L'adversaire politique, il est malade. C'est la psychiatrisation de la politique, on va dire. On va retrouver ça d'ailleurs tout au long de cette émission ou de ces parties consacrées à Éric Zemmour. Il faut qu'il se fasse soigner, ça relève de la psychiatrie. C'est au moment d'ailleurs où les juges demandent une expertise, les juges français, on n'est pas sous Brejnev, mais sans doute l'est-on quand même. Les juges français demandent une expertise psychiatrique de Marine Le Pen pour un tweet. Ça en dit long sur l'état des libertés dans ce pays. Alors on a vu le clash entre Éric Zemmour et Absatoussi, mais il y a eu un autre clash assez violent quand même malgré tout entre Éric Zemmour et Natacha Polony. Laissez-moi répondre. Écoutez, Enfin, c'est insupportable. Vous ne laissez jamais finir. Alors j'aimerais bien pouvoir répondre. écoutez, calmez-vous. Je m'énerve parce que vous êtes énervante. J'aimerais bien qu'on puisse répondre. parce que vous n'êtes pas l'institut et je ne suis pas l'élève, Natacha. Non, il faut se calmer. Non, je me calme pas. La grande différence, en tout cas avec Natacha Polony, c'est qu'elle n'en fait pas un scandale, elle ne va pas pleurer sur les différents réseaux sociaux, elle ne menace pas de porter plainte, mais par contre, encore une fois, dans le débrief, on peut noter une phrase qui, moi, m'a choqué. Et on voit très bien, les moments où il s'énerve, c'est quand quelqu'un qui est d'accord avec lui sur certaines choses, qui est capable de dénoncer le politiquement correct, de dénoncer l'angélisme, vient lui dire « vous faites erreur pour telle et telle raison ». Et là, il devient fou, c'est-à-dire que là, il prend un raisonnement stalinien. Oui, alors je vais faire une comparaison qui plaira peut-être à Éric Zemmour par certains côtés, même si ça se termine mal. C'est un peu comme le taureau dans l'arène. Là, il y a les picadors. Les picadors qui viennent l'agresser, etc. Il y a un moment où, effectivement, l'animal piqué peut réagir, et c'est vrai qu'il réagit un peu fermement, dirons-nous, mais c'est naturel, quand vous avez une meute contre vous, il y a un moment où, effectivement, vous pouvez avoir un petit peu de colère. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Natacha Polony, qui a été longtemps sur la même ligne idéologique qu'Éric Zemmour, plutôt national-chevènementiste, on va dire. Oui, si le Zemmour d'il y a 10 ou 15 ans, qui était un peu national-chevènementiste. Natacha Polony, qui a toujours été assez ambiguë politiquement, là, elle vient d'être recrutée comme patronne de Marianne.
Bon, ça passe pas très bien d'ailleurs. Bon, ça passe pas très bien. Et donc, pour se faire accepter de sa direction, il faut quand même qu'elle donne des gages. Et quel meilleur gage peut-on donner que de dire « Moi, j'ai affronté le fauve, j'ai affronté Éric Zemmour ». C'est assez amusant aujourd'hui, parce qu'Éric Zemmour, qui est journaliste, qui est essayiste, a un peu le traitement qu'a eu Jean-Marie Le Pen, homme politique, il y a une trentaine d'années. Il n'y a plus ce traitement-là aujourd'hui, par exemple avec Marine Le Pen ou avec Dupont-Aignan ou avec d'autres. Il n'y a plus ce traitement-là, même pas avec Wauquiez, mais ce traitement de meute contre un homme seul, c'est un petit peu ce qui se passe pour Zemmour, qui en même temps fait de l'audience, bien sûr. Parce que pourquoi on invite Zemmour sur ce type d'émission et pourquoi Zemmour y va ? Les émissions le font parce qu'elles font de l'audience, et Zemmour y va parce qu'il fait de la notoriété et que ça lui permet aussi de vendre des bouquins. Il y a aussi cet aspect-là à ne pas complètement laisser de côté. Alors l'affaire aurait pu en rester là, l'affaire aurait pu être traitée par la presse et en rester là. Simplement, Absatoussi a décidé de faire autrement. Absatoussi a décidé d'orchestrer son émotion et de la diffuser sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Nous sommes presque une semaine après l'enregistrement des Terriens du dimanche, où j'ai eu effectivement une scène extrêmement violente face à Éric Zemmour. Vous allez entendre ce que j'ai à vous dire. Oui, moi aussi, vous avez entendu. Jamais je n'ai entendu quelque chose d'aussi blessant. Parce que pour moi, qui aime ma France et qui aime ce pays, que ça vous plaise ou que ça vous déplaise, je trouve que ce que vous venez de dire n'est pas une insulte à mon égard, c'est une insulte à la France. Mademoiselle. C'est votre prénom qui est une insulte à la France. Alors c'est le service juridique qui avait décidé de ne pas diffuser cette séquence et, contre son devoir de réserve, elle a décidé de les diffuser sur les réseaux sociaux. Oui, alors c'est intéressant de voir que le service juridique décide de ne pas le diffuser parce qu'au fond, ça s'appelle de l'autocensure. Et on voit bien qu'en France, il y a deux mécanismes, la censure et l'autocensure. Je crois d'ailleurs que sur le fond, le problème des prénoms est quand même un révélateur. Bon, je pense, on peut discuter le fait de savoir si tel ou tel prénom est une insulte à la France. Ce qui est sûr, c'est que le fait que l'immense majorité des immigrés aujourd'hui, y compris à la deuxième ou troisième génération, n'ont pas des prénoms français, c'est quand même un marqueur de non-assimilation. Moi, je me souviens, il y a quelques dizaines d'années, il y avait beaucoup de Mohamed qui se faisaient appeler Momo. Momo, c'était le diminutif de Mohamed comme le diminutif de Maurice. Parce qu'ils voulaient, au fond, quelque part, se fondre dans le paysage et s'assimiler. Le fait qu'aujourd'hui, il y ait un retour vers les prénoms d'origine, vers les coutumes d'origine, vers la religion d'origine, vers les habits d'origine, ça la preuve que c'est un échec de l'assimilation. Et la mise en cause du prénom d'une personne peut paraître discutable, mais c'est révélateur d'un problème infiniment plus global. C'est pas le problème d'Absatoussi, le problème. Le problème, c'est ces millions d'Africains ou ces millions de musulmans qui vivent en France avec les mœurs de leur pays, avec la civilisation de leur pays. Et c'est dommage que c'est un peu sans doute ce que voulait dire Éric Zemmour avec cet exemple du prénom. Le prénom, au fond, c'est l'arbre qui cache la forêt. Alors, Absatoussi, qui se revendique comme française, mais qui revendique aussi une autre nationalité sur Twitter. Absolument fan de Brigitte Macron, la stabilité d'un pays dépend de l'éducation de nos enfants. Bienvenue à vous et à notre président Emmanuel Macron dans mon pays, le Sénégal. C'est doublement intéressant. D'abord, on apprend qu'elle est fan de Brigitte Macron. Ça doit sûrement aider pour faire une carrière à la télévision d'être fan de Brigitte Macron. Quand Macron est président. Ça, c'est la première chose qu'on apprend dans ce tweet. La deuxième chose, c'est qu'elle dit « mon pays, le Sénégal ». Mon pays, le Sénégal. Elle ne dit pas mon pays d'origine, ou le pays d'origine de mes parents, ou mon deuxième pays. Elle dit mon pays, le Sénégal. Voilà. Et voyez-vous, ça, c'est quand même assez significatif. Est-ce qu'il y a une légère problématique ? En tout cas, le comportement d'Absatoussi qui sort des images qui n'avaient pas été diffusées, qui en plus ne répond pas au coup de téléphone d'Ardisson, eh bien, on voit la réaction d'Ardisson qui a été interviewé sur Morandini. En plus, elle a un devoir de réserve
Elle a un contrat qui précise que tout ce qui se passe pourrait être confidentiel. Elle a signé ce contrat. Et si vous voulez, elle se répand sur Twitter, je ne sais pas pourquoi. Donc effectivement, je ne l'ai pas appelée, mais les gens avec qui je travaille l'ont appelée plusieurs fois. Ce qui prouve en plus notre bonne volonté, c'est comme elle a pas mal de problèmes d'argent, on lui a avancé 6 émissions. Absatoussi face à Éric Zemmour, ça fait énormément parler, les différents journalistes dans les différents talk-shows. Et puis un commentaire que j'ai voulu retenir, un commentaire qui m'a amusé, eh bien, de manière caricaturale, je vais résumer, c'est une coiffeuse face à un grand intellectuel. Il faut dire des choses simples. Éric Zemmour est un type qui bosse nuit et jour sur ses bouquins, qui est un intellectuel pur sucre. Et dont on ne parle pas. Abssatou est une ancienne coiffeuse qui, aujourd'hui, s'occupe de produits de beauté ou je sais pas quoi. Le propos a été quand même légèrement tempéré quand même juste après, donc notamment suggéré par Pascal Praud, qui trouvait que le commentaire était un peu violent. Un peu sévère pour les shampouineuses, oui. Un peu sévère en tout cas, oui. donc reste que la réalité a priori ne ment pas. Éric Zemmour qui fait le tour des plateaux et Éric Zemmour qui va se retrouver face à Ruth Elkrieff sur BFM TV. Et évidemment, cette histoire de prénom va ressortir. Mais vous allez voir que là, elle ne va pas ressortir avec cette histoire d'Absatou spécifiquement. Elle va ressortir avec un espèce de pathos, d'une victime de Mohamed Merah. Ibad Ibn Ziaten, mort sous les balles de Merah. Vous diriez qu'il n'est pas français? Est-ce que le plus important, ce n'est pas à l'intérieur de la République respecter les droits et les devoirs pour être français au-delà du prénom? Mais Ruth, est-ce qu'il n'y a pas une recherche de pureté française comme ça qui est décalée par rapport à la République? Dans les décodeurs du monde, on affirme non, Éric Zemmour, on pouvait déjà s'appeler Absatou, William ou Natacha avant 1993. On lit certes que les enfants français doivent normalement recevoir des prénoms français. Mais les prénoms étrangers, tels que Ivan, Nadine, Manfred, James, etc., ils sont mentionnés comme largement tolérés. Voilà, c'est la différence entre la norme et la tolérance. Voilà. Oui, ce qui fait que la tolérance, normalement, doit être exceptionnelle, en tout cas. Il y a une recommandation. Le problème actuellement, c'est effectivement, ce ne sont plus des cas particuliers, ce sont des cas généraux. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire l'exception est devenue la règle, en tout cas, au sein de certaines populations venues d'ailleurs. Et au-delà même d'Éric Zemmour, en fait, c'est Ardisson qu'on va essayer d'attaquer. Ardisson qui a donné la parole à Éric Zemmour. Dans Télérama, on titre « Quand Éric Zemmour fait rire Thierry Ardisson ». Et sur Arrêt sur Image, eh bien, on nous dit « Zemmour, tête de gondole du producteur d'Ardisson ». Avec cet exemple, pour son émission Les Terriens du Dimanche, Ardisson a un coproducteur nommé Stéphane Simon. Ce producteur, outre qu'il est actionnaire de Télé Paris, société qui produit Les Terriens du Dimanche, est aussi actionnaire principal d'un nouveau site que Schneiderman appelle d'extrême droite, la France Libre TV. Or, en s'abonnant à la France Libre TV, eh bien, on peut avoir en cadeau, pour les premiers abonnements, le livre d'Éric Zemmour. Le lien est fait, le lien est vite fait. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi des logiques commerciales, bien sûr. Il y a des logiques commerciales de la part de l'éditeur, de la part de l'auteur et de la part des télévisions. Oui, ça, bien sûr. Oui. Il reste un dernier volet qui a été commenté dans la presse. C'est la question de la plainte qui pourrait être posée par Absatoussi contre Éric Zemmour. Eh bien, je vais laisser les grandes gueules en parler. Maintenant, il n'y a plus un débat sans que ça se termine par une menace d'aller devant les tribunaux. C'est que, d'ailleurs, en général, les plaintes, une sur deux n'est jamais déposée. Nous-mêmes, souvent, on a des gens qui disent « Ah, ben, je vais porter plainte contre les grandes gueules ». Je ne vais pas citer des noms parce que c'est leur faire des publicités, mais il y a certains nous ont dit « Je vais porter plainte contre Gonadel ». On n'a jamais eu de plainte. Donc, en plus, cette façon de faire, c'est une façon de mettre de la pression et de tuer le débat. Oui, ben, je crois qu'il a tout à fait raison, cet intervenant. L'émotion, la victimisation, la judiciarisation, ce sont des instruments pour tuer le débat et indirectement, et au-delà du débat interdit, ce sont des instruments pour faciliter l'islamisation et l'africanisation de la France. Ce sont des instruments médiatiques et judiciaires qui sont utilisés maintenant de manière absolument systématique. Ce qui doit apporter, c'est la liberté. La liberté, c'est aussi la liberté de dire ce avec quoi votre interlocuteur n'est pas d'accord. D'ailleurs, nous, on s'engueule assez souvent, Hervé, et c'est bien comme ça. Voilà, exactement. Jean-Yves, je vous propose de passer donc au zapping d'immédiat.
La Méditerranée peut devenir un lieu d'extermination comme n'importe quel camp nazi. Il y a des dizaines de milliers de morts qui se noient dans la Méditerranée, dont on n'aura jamais la trace et dont on ne connaîtra rien. C'est un crime contre l'humanité. Chaque jour, cette mère scrute les informations en provenance de Syrie. Sa fille, Julie, 26 ans, est partie il y a 4 ans. Elle se trouve avec ses enfants dans l'une des poches encore contrôlées par le groupe État islamique. J'ai peur des bombardements, donc je suis inquiète au quotidien. De toute façon, depuis 4 ans, nous vivons avec cette peur au ventre de la perdre, de les perdre et de ne jamais les revoir. Des adolescents chahutent devant un bus. Le conducteur s'approche avant de gifler l'un d'entre eux. Le jeune homme aurait sauté devant le bus avant d'insulter le chauffeur. 3 petits-enfants qu'elle ne connaît pas. Julie s'est convertie lorsqu'elle était étudiante avant de se radicaliser et de partir en Syrie. Depuis, sa mère s'est rapprochée d'autres parents dans la même situation. Monsieur le Président. Dans une vidéo, leur collectif lance un appel à Emmanuel Macron pour qu'il permette aux femmes et aux enfants de rentrer en France. La RATP condamne ce geste et a ouvert une procédure disciplinaire. Réaction immédiate sur Internet. Une pétition demande à la RATP de ne pas sanctionner le chauffeur. C'est la scène la plus commentée du moment. J'ai beau envoyer des CV, lettres de motivation, ça fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Il faut qu'ils prennent tout le monde de haut. À chaque fois, dès qu'il dit quelque chose, on l'interpelle. Bah non, ça ne lui convient pas, il change de version. Et ça a été beaucoup dit et je l'ai remarqué samedi quand je suis parti lui parler. La meilleure chose à dire, c'est que Clément, il est mort parce qu'il n'a pas baissé les yeux face à l'extrême droite et que pour nous, le meilleur hommage, c'est de continuer son combat. Des bras tendus et des slogans nationalistes dans les rues d'une ville allemande, ce n'est jamais anodin. Mais ce qui se passe depuis 8 jours dans la ville de Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne, depuis le meurtre d'un homme par 2 migrants, dépasse le folklore nauséabond de quelques nostalgiques du Troisième Reich, comme cette région a pu en connaître par le passé. L'extrême droite n'en finit pas de cibler la presse de gauche bien pensante et coupable, selon elle, de nier l'évidence migratoire. Sur Twitter, le lapin taquin, vidéaste très apprécié dans les milieux nationalistes, assure avoir trouvé un exemple parfait de cet aveuglement. Une vidéo tournée en Allemagne, à Chemnitz, après les manifestations anti-migrants, montrerait ainsi une journaliste de gauche tenter de faire des remontrances au peuple mécontent et se faire rabrouer. Vous nous filmez? Pourquoi? Pourquoi vous filmerez pas? Vous me filmez, vous? Donc il me filme pour que j'ai toute l'intégralité de mon intervention. C'est pour Morano Télé? Oui, c'est Morano Télé. Inoubliable en Robert d'Artois, baron sanglant des rois maudits. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'empitasse. Inclassable en Cyrano, qu'il incarna plus de 400 fois. Jean Piat s'est éteint hier soir à l'âge de 93 ans. Ce monstre sacré du théâtre a fait ses débuts à la Comédie Française. Voilà, il y a deux coups de chapeau en quelque sorte dans ce zapping. Il y a le coup de chapeau à Jean Piat, grand acteur qui vient de disparaître. Et puis il y a aussi le coup de chapeau, j'allais dire, à Nadine Morano, qui a tout à fait raison de se faire filmer par un proche en même temps qu'elle est filmée par des médias qui sont quand même extrêmement militants et rarement amicaux avec elle. Ça, c'est une bonne méthode. Les médias vous filment, eh bien, vous aussi, vous filmez pour avoir vos propres images. Moi, il m'est arrivé de le faire. Je crois que c'est une assez bonne méthode. C'est en quelque sorte, vous avez le double, quoi. Voilà. Alors sinon, ce zapping, je ne parlerai pas là de l'affaire Méric, parce que je le commenterai pour les tweets. Sinon, l'ensemble du zapping, il tourne autour de l'idée de repentance. C'est ce qui apparaît très fortement au départ,
Alors on a quelqu'un sur AJ+, la télévision du Qatar, qui compare la Méditerranée à un camp d'extermination nazi, sous prétexte qu'un certain nombre d'immigrés clandestins, ils mourraient sûrement pas des dizaines de milliers, d'ailleurs là il y a de l'exagération, comme souvent, mais il y a une différence quand même majeure. C'est que les Juifs étaient déportés dans les camps nazis, alors que là, les gens qui prennent la mer, ils le font tout à fait délibérément. Ça n'a rien à voir, mais c'est l'utilisation du passé, d'un passé quand même de plus en plus lointain, ça remonte à 80 ans maintenant, pour peser sur le présent et imposer une politique migratoire sous prétexte qu'il se serait passé telle ou telle chose il y a 80 ans. On a aussi, toujours dans cette même logique de repentance et de culpabilisation, oui, alors il y a plusieurs séquences avec des parents de djihadistes, et ça se place de leur point de vue, et ils se placent du point de vue djihadiste. Les djihadistes sont présentés comme des victimes, et notamment dans un des plans où on voit un téléphone portable. Qu'y a-t-il sur le téléphone portable ? Eh bien, des informations sur le fait que le gouvernement syrien reprendrait la poche d'Idlib aux djihadistes, ce qui est plutôt, je suis désolé pour cette dame, une bonne nouvelle, mais vu par les médias, c'est le méchant gouvernement syrien qui va s'en prendre aux gentils djihadistes. C'est un peu le monde à l'envers, comme c'est le monde à l'envers que la RATP ait condamné le chauffeur de bus qui, après avoir réussi à éviter de renverser un garçon qui traversait devant lui en faisant le fou, et sous la colère et l'émotion lui a mis une malheureuse baffe, eh bien, la RATP, la direction de la RATP, n'écoutant que la lâcheté, ce qui est quand même le comportement dominant de beaucoup d'hommes politiques et beaucoup de dirigeants d'entreprises sous la pression des médias, n'écoutant que la lâcheté, ils ont condamné cet homme qui avait peut-être donné une vague gifle sous le coup de la colère, mais qui avait surtout sauvé un imbécile qui avait traversé devant ses roues. Jean-Yves, passons à la troisième partie. Faut-il censurer Éric Zemmour ? C'est la promotion du dernier ouvrage d'Éric Zemmour, donc le journaliste va faire le tour des différents plateaux. On l'a vu notamment, il était face à Absatoussi sur le plateau d'Ardisson, mais il a fait évidemment énormément d'autres plateaux. Le 10 septembre, il était notamment invité sur RTL face à Calvi. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous publiez Destin français aux éditions Albin Michel mercredi. Alors c'est effectivement un événement, votre dernier livre, Le Suicide français, a dépassé le demi-million d'exemplaires, ce qui veut dire que vous êtes suivi et lu bien au-delà des polémiques. Alors cette matinale avec Yves Calvi n'est pas au goût de tout le monde, notamment au goût de Jean-Michel Apathy. Entendre Yves Calvi avant le journal de 7h ce matin sur RTL, tartiner lourdement sur le dernier livre d'Éric Zemmour, qu'il recevra à 8h20, ça met quand même la gerbe. Étonnant, non. Alors Jean-Michel Apathy qui ne va pas s'en arrêter là justement parce qu'il va continuer et il va profiter de ces différentes tribunes, notamment sur la 5, et il va notamment demander à ne plus éditer Éric Zemmour. Je teste Zemmour depuis très longtemps. Ah oui, je ne lui serrai plus la main à RTL parce que je ne comprends pas que on donne la parole. Comment on peut éditer chez Albin Michel, qui est une grande maison d'édition, un livre de pacotille comme ça, une merde comme ça? Franchement, là aussi, chacun a une part de responsabilité. C'est insupportable de voir ça. Et puis après, quand on l'invite pour faire le show, il fait le show. Mais il est devenu fou, là. Et il me rend fou aussi. C'est un combo, là. On a la folie, la psychiatrie, et on a l'appel à la censure. Vous savez, c'est la célèbre formule. À l'époque du programme commun de la gauche, on avait demandé au patron du Parti communiste français « Est-ce que Solzhenitsyn pourra publier en France si vous êtes au pouvoir ?» Réponse « Oui. S'il trouve un éditeur. » Oui, s'il trouve un éditeur. Et là, l'attaque d'Apathy, c'est une attaque contre l'éditeur. Ne publiez plus, n'éditez plus. Zemmour, c'est un appel à la censure extrêmement fort. Alors, florilège d'appel à la censure, florilège même d'insultes et d'insultes avec Yacine Bellatar. Vraiment, je vais vous dire quelque chose et il pourra porter plainte derrière. Vous savez, il y a quelques années en France, il y a une chanson des Berruriers Noirs qui disait « La jeunesse emmerde le Front National ». Moi, Yacine Bellatar, j'emmerde Éric Zemmour, que ça soit très clair.
Et la jeunesse emmerde Éric Zemmour. Le quotidien des Français emmerde Éric Zemmour. Il faut qu'à un moment, les gens qui font les chaînes de télé emmerdent Éric Zemmour. Alors, appel à la censure, j'ai dit que c'était un véritable florilège. Eh bien, on a même eu un appel à la censure sur la grande émission intellectuelle TPMP. Votre prénom est une insulte à la France. Ça peut d'ailleurs être attaqué parce que c'est un terme de mépris. Eh ben c'est parfait. Alors, quand on dit ça sur un plateau, on doit être interdit à tout jamais. Alors, on a la leçon de morale de Verdès, on a la leçon de journaliste du grand journaliste Gilles Verdès, avec une réponse, heureusement, de Berkoff. Arrêtez tout. Non mais les professeurs de journalisme sont cons. Oh putain, on n'insulte pas. On n'insulte pas. Ça n'est pas dans nos manières. Autre appel à la censure, bien repéré notamment sur Twitter, eh bien c'est l'appel à la censure d'Audrey Poulevard. Combien de temps les médias français continueront-ils à donner libre antenne au racisme de Zemmour au motif de faire du buzz ? Honte à vous, dirigeante, en écriture inclusive, de médias qui avaient manifestement oublié le sens des mots, responsabilité éditoriale. Y a-t-il un CSA audiovisuel dans la salle ? Ça, c'est un appel à la censure parfaitement clair. Un de plus. Un de plus. Toujours dans ce phénomène de diabolisation, c'est la diabolisation par les droits de l'homme. Pour Ruditel Krief, la Hongrie, comme la Pologne, ne respecte pas les droits de l'homme. Or, Éric Zemmour soutient les positions de la Pologne et de la Hongrie. C'est aussi parce que, après 44 ans de communisme derrière le rideau de fer, ils avaient perdu l'habitude d'ouvrir leurs frontières, tout simplement. Ça, c'est vous lisez trop les journalistes. Et elles peuvent être fières de ce qu'elles font. Oui, la Hongrie ou la Pologne. Qui sont aujourd'hui très intolérantes dans de nombreuses elles ne sont pas du tout intolérantes. Matières et qui ne respectent pas les droits de l'homme aujourd'hui, les gouvernements polonais et hongrois. Ça encore, vous lisez trop les journalistes. C'est bien de la part de Zemmour de rectifier la réalité sur la Pologne et sur la Hongrie, parce que si les médias mentent sur la France, c'est rien à côté de ce qu'ils racontent sur la Hongrie et la Pologne, qui sont des pays beaucoup plus pluralistes que la France, puisqu'il y a des médias de sensibilité conservatrice, de sensibilité identitaire. Il y a aussi des médias de sensibilité libertaire, de sensibilité mondialiste. Il y a les deux tendances. Ce qui choque les médias français sur la situation de la Hongrie et de la Pologne, c'est que tout le monde a le droit à la parole dans ces pays-là, alors qu'en France, seule la doxa dominante a le droit à la parole. Alors cette volonté de censure est-elle généralisée à tous les médias ? Eh bien non, et heureusement que non. On a notamment le Figaro Magazine qui a fait sa une avec la tête d'Éric Zemmour, avec une photo d'Éric Zemmour. Éric Zemmour, son histoire de France, extrait exclusif, avec plusieurs pages autour de la promotion de son ouvrage. Mais on a aussi Valeurs Actuelles qui a fait sa une avec Éric Zemmour. Et Zemmour, son identité française, avec à peu près le même titre, grand entretien avec l'homme qui veut réveiller l'âme de la France. Oui, alors un petit mot de conclusion. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que la question devrait être non pas est-ce qu'il faut censurer Zemmour ? Mais est-ce qu'il ne faudrait pas donner la parole sur cette thématique-là à d'autres que Zemmour ? Parce que beaucoup d'autres personnes pensent, écrivent des choses différentes, mais qui vont dans le même sens que Zemmour. Je pense à Renaud Camus. Renaud Camus qui a été vaguement cité dans l'émission d'Ardisson avec justement l'utilisation de cette expression propre à Renaud Camus, grand remplacement. Grand remplacement. Renaud Camus est l'homme qui a effectivement théorisé ce qu'il considère comme le grand remplacement, c'est-à-dire le changement de peuple et de civilisation par l'immigration massive. Tout le monde utilise l'expression grand remplacement. Tout le monde. Les partisans, les adversaires, sauf les hommes politiques qui ont peur. Mais ça, c'est un peu intrinsèque. Tout le monde utilise cette expression et il n'est jamais invité. Il a été invité une fois chez Finkielkraut à Réplique et ça a fait un scandale. Alors là, on devrait inviter Camus. Alors bon, Camus n'est pas forcément adapté pour aller dans des émissions type talk show, mais s'il y avait de vrais débats et pas seulement sur TV Liberté, s'il y avait de vrais débats dans les médias français, il est évident que Camus devrait être invité pour porter un point de vue qui est aujourd'hui incontournable. Et ce n'est pas le cas. Voilà. Et donc, au fond, le problème, c'est pas de censurer Zemmour, c'est de décensurer les autres.
Alors, beaucoup de tweets humoristiques sur la phrase de Macron pour trouver un emploi, il suffit de traverser la rue. Bon, ça, je ne vais pas les commenter. L'arrogance de Macron suscite beaucoup d'humour, finalement, donc c'est pas mal. C'est une manière de prendre un peu de distance. Non, je commenterai d'abord les premiers tweets, où là, on a deux très, très jolis bobards, assez simples, assez solides. D'abord, France Info, qui reprend le bobard sur l'athlète noir qui aurait été agressée en Italie, qui aurait reçu des œufs, n'exagérons rien, en Italie parce qu'elle était noire. Alors ça, c'est intéressant, parce que tous les médias ont sorti ce bobard. Et puis, ils ont été obligés de rétro-pédaler, puisqu'on a vu que ce n'était pas du tout le cas, qu'il y a eu plein d'autres gens qui n'étaient pas noirs, qui avaient reçu des œufs, bon, que c'était un chahut, voilà, bien. Sauf que France Info, 15 jours ou 3 semaines après, remet le coup dessus. Et donc là, on est vraiment dans le bobard délibéré. Beaucoup plus que 15 jours, 3 semaines, hein, parce que c'était fin juillet. Fin juillet. Bon, donc voilà, là on est... Mais pourquoi ? Parce que quand il y a un bobard et qu'il est démenti, ce qui reste dans l'esprit des gens, c'est le bobard. Parce que le bobard, il a une puissance de feu de 1000 et le démenti, il a une puissance de feu de 50. Donc on peut resservir le bobard puisque c'est finalement ce qui est resté dans l'esprit des gens. On a aussi un joli bobard 4 mers qui allume avec arrogance, suffisance, comme il sait faire, le Front National, parce que Marine Le Pen aurait cité l'Aquarius comme ayant accosté sur les côtes françaises. Ben oui, l'Aquarius a accosté à plusieurs reprises à Marseille, ce qui, quand même, est encore considéré comme une côte française aujourd'hui. Donc là aussi, un bobard. Et alors, un bobard suffisant, arrogant, du spécialiste Europe de Libération. Un petit mot sur l'agression homophobe ? Alors, l'agression homophobe, l'agression homophobe, elle a lieu dans le 20e arrondissement de Paris. On la qualifie d'homophobe, on parle des agressés, on ne parle pas des agresseurs. Pourquoi ? Parce que ce sont aussi racailles, et donc on occulte la réalité des choses. C'est pas arrivé à Versailles, c'est arrivé à Paris 20e. C'est pas tout à fait pareil. Et Sud-Ouest, là, est absolument extraordinaire, puisqu'il illustre l'agression homophobe par des racailles à Paris 20e par une photo anti-Poutine. Alors là, c'est un combo où on parle d'homophobie d'un côté et on attribue à Poutine de l'autre quelque chose qui n'a évidemment rien à voir. Voilà. Sud-Ouest, bravo, c'est des champions. C'est pas tout à fait est-ce que c'est un bobard ou pas ? Ça se discute, mais en tout cas, c'est une superbe désinformation. Dernier point, un tweet dégueulasse de Maître Éolas, comme il y en a malheureusement beaucoup. Si on interdisait les tweets de haine, celui-là devrait être interdit, mais je ne suis pas du tout pour l'interdiction des tweets de Maître Éolas. La vérité, c'est que dans l'affaire Méric,
le doute a profité non pas aux accusés, mais à l'accusation. C'est-à-dire qu'alors qu'il y a les faits, c'est Esteban et Samuel qui ont été agressés par les Antifas, qu'en se défendant, l'un a donné un coup qui s'est avéré mortel pour Méric, mais il n'avait aucune intention de la donner. Il n'avait pas de coup de poing américain, et malgré cela, il a été condamné à 11 ans de prison pour un homicide involontaire à la suite d'une agression. Il aurait pu avoir la légitime défense. Et son camarade, qui n'a même pas donné de coup, a écopé de 7 ans. On a retrouvé des jugements pour des choses comparables, c'est-à-dire des coups ayant donné la mort sans intention de la donner. Quand Mohamed a tué Pierre, il y a eu un jugement dans l'Essonne, 8 mois de prison. 8 mois de prison dans un cas, 11 ans dans l'autre. Et encore, dans le premier cas, celui qui avait tué avait agressé, alors que dans le cas de l'affaire Méric, ceux qui ont tué, ce qui est malheureux bien sûr, l'ont fait en se défendant. C'est un jugement. Alors là, si vous voulez, on voit aussi le poids des médias, l'articulation justice-médias. Car une affaire de ce type, ce sont généralement des séances d'assises sur 1 jour, 2 jours, 3 jours. Là, on a étalé sur 10 jours. Il y a eu une pression médiatique constante. C'est l'articulation politiquement correcte des juges et des médias qui aboutit à un jugement qui est pratiquement sans comparaison pour des faits comparables. Eh bien Jean-Yves, passons à la dernière partie, Benalla, les contrefeux. Encore une fois, l'affaire Benalla refait parler d'elle et arrive de nouveau sur Twitter dans les top tendances, pendant plusieurs jours même. Pour 73% des Français, l'impact de l'affaire Benalla est négatif sur l'image de Macron. Pourquoi est-ce qu'on repart de l'affaire Benalla ? Puisqu'il a été auditionné par le Sénat. Beaucoup de bruit sur les différentes déclarations. Il s'est d'ailleurs pas mal de fois embrouillé sur ces différentes déclarations. Mais reste que, en même temps que l'affaire Benalla qui revient sur la scène médiatique, eh bien, on a eu la résurgence de plusieurs affaires politico-judiciaires. Alors, je vais les passer très rapidement. On a eu à la résurgence de cette affaire Fillon, François et Pénélope Fillon à nouveau entendus par les juges. C'est un article du 7 septembre. On a eu aussi l'affaire Guéant qui a été ressortie, soupçon de financement libyen. Claude Guéant, de nouveau mis en examen, c'est le 17 septembre. Et évidemment, on a eu aussi la résurgence de l'affaire Big Malion. Et on a appris juste avant l'enregistrement que l'ordonnance de renvoi en correctionnel de ce dossier aurait été reportée. Voilà, alors, il y a eu une tentative, je pense, de contre-feu de Benalla en ressortant des affaires, ou en quelque sorte du camp d'en face. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Les juges peuvent avoir pensé que c'était opportun de le faire. Ils peuvent aussi avoir reçu des petits coups de téléphone incitatifs, j'en sais rien. Il est évident que le pouvoir politique pèse sur les juges. Donc, je ne sais pas. Ce qui est intéressant quand même, c'est effectivement, on a eu l'affaire Fillon. Ensuite, on ressort pour la énième fois l'affaire Guéant, mais la décision est du 11 septembre et l'annonce tombe juste la veille de l'audition de Benalla. Donc là, il y a quand même un soupçon de contre-feu, au moins au niveau de l'annonce. Pour Sarkozy, ça tombe juste après et il y a un report. Peut-être que là, les juges ont compris que la réaction de l'opinion, en tout cas de l'opinion hostile à Macron ou de l'opinion favorable à Sarkozy, aurait été de dire « ça tombe vraiment trop bien ». Si ça arrive le lendemain de l'audition de Benalla, et donc c'est reporté, mais il y a eu manifestement la tentation d'un rideau de fumée qui objectivement n'a pas très bien marché, parce que ces affaires, elles paraissent réchauffées. Les histoires de Pénélope Fillon, les histoires de financement libyen et les histoires de Guéant et de Big Malion de Sarkozy, maintenant ça fait un peu réchauffer, quoi, voilà. Jean-Yves, avant de terminer cette émission, je vais vous demander si vous avez un coup de chapeau à faire. Oui, moi je donnerais le coup de chapeau à Zemmour qui résiste à la meute.
C'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur VK si vous êtes dessus. N'hésitez pas à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves, je vous laisse le dernier mot. Rendez-vous pour le prochain Immédiat et relayez, informez-nous, relayez.